Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation. Aujourd'hui, nous allons parler des timers en programmation Arduino. Effectivement, pour la programmation Arduino, il y a souvent beaucoup, je vais dire beaucoup d'erreurs qu'on commet lorsqu'on effectue la programmation Arduino. Bon, je vais pas appeler ça des erreurs, mais plutôt des manières incomplètes de programmer. Par exemple, pour un programme simple, quand vous voulez faire, si vous voulez faire clignoter cette lettre, par exemple, là nous avons deux lettres, une lettre rouge et une lettre bleue. Si vous voulez faire clignoter la lettre rouge à une fréquence indépendamment de la lettre bleue, ou que vous voulez commander une portion d'un circuit indépendamment d'une portion d'un autre circuit, via le même microcontrôleur, il vous sera difficile à partir d'une carte Arduino de le faire ou il vous sera difficile partant du langage conventionnel qu'on connaît Arduino pour le faire. Donc, une bonne manière pour remédier à cela, c'est d'utiliser les timers Arduino. Nous avons vu dans les précédentes vidéos, nous utilisions les fonctions milli, micro. Toutes ces fonctions-là sont toujours dépendantes du fonctionnement du programme principal et sont des fonctions bloquantes. Quand on appelle ça fonction bloquante, c'est-à-dire que tant que cette lettre fonctionne, en gros, la fonction milice, autant pour moi, est une fonction qui vérifie l'exécution du programme. Par exemple, elle va allumer cette lettre et vérifier s'il n'y a pas de commande pour allumer cette autre lettre chaque milliseconde. Bon, et chaque milliseconde, le programme sera bloqué. C'est bon pour un programme où on veut faire clignoter par exemple cette première lettre-ci à 500 millisecondes et clignoter peut-être cette lettre-ci, la lettre D2 peut-être à 2 secondes. Donc, si c'est dans les intervalles de temps très grands, vous convenez avec moi que la fonction MIDI sera très bien adaptée. Mais pour une commande d'un moteur, je sais pas, je vais dire n'importe quoi. Pour une commande d'un moteur à courant continu, machine asynchrone, où il faudra peut-être une grande flexibilité, je dis n'importe quoi. Ou peut-être pour la commande PWM, les fonctions milice et micro, qui sont des fonctions bloquantes, parce que milli est une fonction bloquante qui bloque le code chaque milliseconde pour vérifier une information. Micro également, c'est une fonction bloquante qui bloque le code chaque milliseconde pour aller vérifier l'information. Nous allons utiliser donc les interruptions internes. Nous avons déjà abordé sur la chaîne les interruptions externes qui s'effectuaient sur les pins, notamment sur les pins port D2 et port D3 de la carte Arduino via la fonction Arduino Attach Interrupt. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des interruptions internes au code Arduino. Et nous allons, à partir de ces interruptions-là, commander ces deux lettres-ci de façon indépendante, comme deux blocs de circuits indépendants. Alors, une interruption, c'est quoi? Une interruption, c'est un message envoyé au microprocesseur. Lui, il stoppe l'exécution du programme principal et il s'en va exécuter l'interruption. L'avantage de l'interruption par rapport aux fonctions milli et micro, c'est que la fonction exécutée en arrière-plan s'exécute avec la fréquence du quartz. Donc, si le quartz est un quartz de 16 MHz, bon, ça va dépendre. Quand je dis fréquence du quartz, ça va dépendre du réglage amont que vous allez faire. Donc, si le quartz, c'est peut-être un quartz de 7 MHz, qui est généralement le quartz qui équipe les cartes Arduino et consorts. Donc, si un quartz de 16 MHz, ça veut dire que quoi? Quand nous allons allumer cette LED-ci pendant peut-être, on va dire peut-être allume cette LED pendant 5 secondes. Maintenant, lui, il va aller vérifier, si on dit allume celle-ci peut-être plutôt pendant 4 secondes, la recherche d'informations qui va se faire à fréquence de 16 MHz, ce qui veut dire que ça n'aura pas un ralentissement sur le code-ci. Et le quartz, l'avantage ici, c'est que avec les interruptions, nous utilisons les timers. Les timers, ce sont les registres internes au microcontrôleur. Bon, je vous laisse sans trop vouloir entrer dans la théorique. Nous allons d'abord lancer la simulation du fonctionnement. Si nous lançons la simulation, là, c'est un programme très simple. La première lettre, la lettre rouge, elle a pour fonction de clignoter chaque... Donc, elle a pour fonction de clignoter chaque 2 secondes. Alors que la lettre bleue, elle doit clignoter chaque demi-seconde, je pense, oui. Chaque demi-seconde. Donc, les deux lettres ont des fréquences de clignotement différentes. Moi, je sais pas, la lettre bleue, c'est chaque demi-seconde, donc elle s'allume et s'éteint chaque demi-seconde. Alors que la lettre rouge s'allume et s'éteint chaque 2 secondes.
Donc, ça, c'est deux programmes indépendants l'un de l'autre. Refaire ça avec un code simple dans le void loop serait très difficile parce que là, vous n'utilisez pas de fonction d'interruption, vous n'utilisez pas de timer et l'un va dépendre de l'autre. Là, les deux sont parfaitement indépendants. J'aurais pu mettre un moteur ici, j'aurais pu mettre un circuit PWM à ce niveau, j'aurais pu mettre autre chose là, j'aurais pu mettre même un bouton, j'aurais pu complexifier le tout. Je profite ici pour dire que j'aimerais lancer une série d'approfondissements sur l'utilisation des timers Arduino. Si vous êtes intéressé, même individuellement, faites-moi signe en commentaire, écrivez un commentaire, dites-moi je veux une série sur les timers. Je vous ferai donc une série sur les timers pour ceux qui sont intéressés, bien évidemment. Donc, comment est-ce que ceci se passe? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on réussit à commander cette lettre-ci totalement indépendamment? Parce que c'est totalement indépendamment. Parce que dans l'exécution du code Arduino, le comptage qui effectue le clignotement de la lettre bleue est indépendant du comptage qui effectue le clignotement de la lettre rouge. Donc, ils sont indépendants. Ce qui fait en sorte que vous pouvez avoir un programme comme celui-ci parfaitement synchrone. Donc, si nous revenons dans le code cette fois-ci, si nous entrons, non, n'entrons pas déjà dans le, bon, entrons déjà dans le code, oui, c'est déjà mieux. Là, nous avons deux lettres. Là, je vais séparer en deux. Ça va nous permettre d'être mieux fixés. Donc, là, nous avons deux lettres, une lettre bleue et une lettre rouge. Donc là, nous pouvons déclarer les lettres bleues à la pin 10, lettres rouges à la pin 9. Là, c'est une déclaration parfaitement conventionnelle. Là, nous déclarons aussi une variable compteur qui va nous servir à compter, mais c'est pour tout à l'heure. Je vais vous expliquer, on va arriver. Ça, c'est un compteur, un sign it. Donc là, le pin mode, déclarons les pins en sortie. Bien sûr, ce sont des pins de lettres à la pin 9 et la pin 18. Maintenant, nous commençons d'abord par stopper les interruptions par la fonction noInterrupt. Donc, quand on stoppe les interruptions et qu'on fait bit clair TTCR 2A WGM20, donc nous allons dans le registre TTCR 2A et nous mettons à 0. Quand on fait bit clair, c'est mettre le bit WGM20 du registre TTCR 2A, TCCR 2A autant pour moi. Donc on met ces bits là à 0. Alors pourquoi est-ce qu'on met ces bits là à 0? Je vais vous mettre cet explicatif-ci en description. C'est sur le site Passion électronique. Donc, vous pouvez aller sur le site Passion électronique. Là, il explique très bien comment fonctionnent les timers. J'ai pris un PDF sur son site parce que son cours est très bien expliqué. Donc là, initialement, dans le microprocesseur Atmega, nous avons trois timers, le timer 0, le timer 1 et le timer 2. Là, nous avons choisi d'effectuer l'interruption avec le timer 2. Donc, pour le timer 2, si on regarde ici, il peut compter de 0 à 255 et est codé sur 8 bits. Bon, 8 bits, c'est 2 exposants 8 qui donne 255. Donc, vu qu'il compte de 0 à 255, ça veut dire qu'il compte 256 valeurs, pour être exact. Donc, déjà là, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que la valeur du timer 2 est stockée dans le registre TCNT2. Donc, si je veux que le timer 2 compte de 0 à 255, je dois envoyer d'abord 0 dans le registre TCNT2, qui est une information vraiment, ma foi, très utile. TCNT2, donc je dois envoyer 0 pour qu'il compte de 0 à 255. Si je veux qu'il compte de 10 à 255, je dois envoyer plutôt 10 dans la valeur TCNT2. Mais là, nous allons voir tout à l'heure comment paramétrer tout cela. Là, nous sommes sur le timer 2. Donc déjà, il y a quelque chose que vous devez savoir. Il y a le préscalaire. Le préscalaire, c'est le diviseur de fréquence générale dans la carte Arduino. Donc avec le préscalaire, après l'horloge du microcontrôleur, nous avons le préscalaire qui est le diviseur de fréquence globale de la carte Arduino. Donc si vous divisez la fréquence du préscalaire, donc là nous avons 16 MHz. Et le préscalaire offre des rapports de division de fréquence partant de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 jusqu'à 256. Donc, si vous réglez le préscalaire pour qu'il divise la fréquence 16 MHz, par exemple, par 4, à la sortie du préscalaire, vous aurez 4 MHz. Et ces 4 MHz auront pour conséquence de rythmer à la fois le prédiviseur du timer 0, du timer 1 et du timer 2. Donc, je vous déconseille généralement de toucher au préscalaire, sauf si vous savez ce que vous faites.
Parce que par défaut, le préscalaire est réglé à 1. Ça, c'est par défaut. Là, nous sommes sur le timer 2. Donc, nous allons régler plutôt le prédiviseur du timer 2. Donc, là, le timer 2. Donc, là, c'est pour modifier le préscalaire. Moi, je vous déconseille de le faire. Mais si vous voulez modifier là, sur le site de Passion Électronique, vous allez trouver, il y a un cours vraiment très détaillé. C'est pas juste son site, il y a plein de sites qui parlent des timers. Je vous mettrai quelques liens en description pour ceux qui sont intéressés par le cours sur les timers. Et je vous ai dit, faites-moi signe si vous voulez tout un cours sur ça avec quelques expériences pratiques qui vont arriver. Donc, les prédiviseurs de fréquences secondaires, comme nous, on a utilisé le timer 2. Par exemple, regardons encore le code. Si nous voyons dans le code, nous avons mis le bit, on a fait un bit clear sur le TCCR2A, qui est le bit, qui est le registre associé au timer 2. Donc, dans le timer 2, on dit qu'on indiquera le rapport souhaité. TCCR2B, c'est pour indiquer le rapport de division souhaité. Par exemple, là, si on veut faire clignoter notre lettre, c'est notre lettre, la fonction d'interruption, c'est notre lettre bleue. Par exemple, si on veut faire clignoter notre lettre bleue à fréquence de 500 millisecondes, nous devons indiquer dans le registre TCCR2B le rapport de division que nous souhaitons. Là où nous voyons que nous avons indiqué le rapport de division 110, si nous regardons ici, vous voyez là, TCCR2B, nous avons indiqué le rapport de division 110 qui est celui-ci. Et le rapport de division 110, c'est une division par 256. Donc, ça veut dire que notre fréquence 16 MHz que nous envoie l'horloge, 7 MHz et 7 millions de Hz, elle est divisée, si on la divise ici par 256. Donc, une fréquence, donc ça veut dire que notre timer sera rythmé à une fréquence de 62 500. Or, notre timer étant réglé à une fréquence de 62 500, il compte initialement, vu qu'il est codé sur 8 bits, il compte de 0 à 255 et puis retourne à 0 et envoie un signal d'overflow. Donc, ça, c'est le débordement. En détectant ce signal d'overflow, on peut rythmer la fréquence pour parvenir à 500 millisecondes. Donc, là, vu que nous voulons une fréquence de fonctionnement de 1 Hz, nous allons diviser celui-ci par 255, bien sûr. Divisé par 255, vous voyez que là, si nous voulons une fréquence de fonctionnement de 1 Hz, il faudra 245. Mais nous voulons une fréquence de demi Hz et le calcul nous offre ici, dans le calcul ici, vous voyez là, le calcul va nous donner 125, donc il faudra répéter. Donc, c'est assez demandé parce que la logique ici, c'est assez demandé que bon. Là, vous voyez qu'on a choisi un rapport de division de 16 millions de Hz. Si on divise par c'était divisé par combien par 256, oui. Si on divise par 256 par le rapport choisi, donc nous avons une fréquence de 62 500 Hz. Donc 62 500 Hz, comme ça là, il faut combien? Il faut que cette fréquence se répète combien de fois pour atteindre notre fréquence de 500 millisecondes. 500 millisecondes, c'est une fréquence c'est une fréquence de 2 Hz. Donc 500 millisecondes, je pense, c'est une fréquence de 2 Hz. Oui, si vous ne vous trompez pas. Donc on doit diviser ça par 2. Bon, quand on divise par 2 Hz, ça nous donne 31 250. Donc il faut compter 31 250 fois, donc 31 250 interruptions pour pouvoir dire qu'on a fait 500 millisecondes. Donc il est très important de comprendre cela. D'où l'importance pour ceux qui veulent vraiment connaître comment programmer des timers de me faire signe, écrivez en commentaire, je ferai une série de vidéos sur l'utilisation des timers. Donc il faut compter 31 250. Maintenant, à chaque tour du timer, à chaque interruption, quand il y a une interruption, ça veut dire que le timer a compté jusqu'à 255 et qu'il a essayé de traverser cette valeur, il y a eu overflow, c'est là qu'on détecte l'interruption. Donc, si ici on fait... donc là, nous pouvons, là, comme ça va compter 255, on peut diviser par 255 tout simplement. Pour voir combien de fois est-ce qu'il faut compter. Vous voyez que là, il faut compter environ 122,50. Non, c'est pas 255. Autant pour moi, c'est 256. Oui. Bon.
Donc, il faut compter environ 122,54 fois. Vous voyez là, je suis à 125. Bon, c'est pas exactement ça, mais 122 fois. Donc, il faut compter environ 122 fois pour pouvoir atteindre une seconde. Donc, notre compteur va nous aider. Vu que on peut recharger le TCNT2 que par une valeur entre 0 et 256, il faut compter de 0 à 256 combien de fois? 122 fois. Donc là, je pourrais changer. Donc, là, je peux changer de 0 à 255. Donc là, le TCNT2 a été rechargé de 6. Donc, il compte de 6 à 255 partant de 0. Donc, ça fait qu'il compte 250 fois 125. Donc là, c'était aussi une méthode que j'ai pu développer. Donc, si on fait 250 que l'on multiplie par 125, vous voyez, on tombe effectivement à 31 250. Ça, c'était pour éviter les valeurs avec virgule. Donc, là, notre timer TCNT2, on le recharge avec la valeur 6. Donc, 256 moins 250, ça fait la valeur 6. Il compte de 6 à 255, à 256, autant pour moi, ce qui fait 250 valeurs. Et notre compteur détecte la 125e fois que l'interruption est exécutée avant de commander le changement d'état de la LED. Ça, c'est pour avoir un clignotement de la LED de 500 millisecondes. Là, c'est très important de comprendre ça. Donc, ce que j'aurais pu faire, une autre personne aurait pu faire, vu qu'on avait trouvé 31 250, une autre personne peut dire que bon, je vais recharger le compteur de 0, parce que si on recharge TCNT2 de 0, ça veut dire qu'il va compter 256 fois. Et oui, de 0 à 200, il compte de 0. Bon, s'il part de 0, s'il part de 0, c'est 255, donc 255 fois. Donc là, vous voyez que nous aurons 122, environ 123 interruptions. Donc une autre personne aurait pu recharger le TCNT2 ici de 0 et recharger celui-ci de 123. Donc ça aurait été la même chose. Ça aurait été la même chose, ça aurait fait exactement de même. Donc je veux que vous compreniez ça. Donc ce qui veut dire que dès qu'on a rempli ceci avec le rapport de division de fréquence choisi, on doit autoriser un autre bit. J'étais dans le coup. Je m'égare un peu. Ouais. Donc, il y a un autre bit qu'on doit autoriser. Par exemple, là, c'est le... Bon, le TCNTX, on a dit qu'on stocke la variable partant d'où est-ce qu'on va compter. On l'a déjà dit. TCCR, c'est celui qui autorise le rapport de division de fréquence choisi, comme on a dit tout à l'heure. Et il reste les registres TIF. Ce sont les registres drapeaux. Nous n'avons pas utilisé les interruptions TIF. Donc là, le registre TIF 0 et TIF 1 ou TIF 2, donc il permet de détecter ici, ça c'est le drapeau qui indique le débordement du timer X ou tentative de débordement de sa valeur maximale. Donc il y a plusieurs, par exemple pour le timer 2, nous avons le bit of 2 du registre TIF qui permet de détecter le drapeau indiquant le débordement du timer X. Donc ça va dépendre si vous utilisez le drapeau. Là nous avons utilisé plutôt le TIMSK2, donc là, il est là, ce registre. Donc, ce registre d'interruption, ou plutôt masque d'interruption, permet de définir à l'avance si on souhaite ou non déclencher une interruption particulière. Donc, c'est ces registres-ci qui autorisent les interruptions. Et pour autoriser les interruptions ici, on dit que bit autorisant l'interruption chaque fois qu'il y aura un overflow ou un dépassement. Donc, si on veut détecter un overflow sur le timer 2, on doit envoyer le bit TOI2 du registre time SK2 à 0. Et c'est ce qu'on fait ici dans le programme. Donc on envoie le bit. Donc on envoie 1. On doit activer ce bit-ci. Donc on envoie 1 dans ce bit-là. Dans le dernier bit du registre TIMSK2. Donc on envoie 1 dedans pour autoriser les interruptions. Ouais. Le bit clair pour le TCCR2A et TCCR... pour les deux bits de TCCR2A, ça définit la manière de compter. Ça définit la manière de compter si on veut un comptage normal ou si on veut un comptage inversé en décomptage. Donc, ça, ces deux bits-ci définissent la manière de compter. Donc, après avoir défini tout ça et qu'on a paramétré ces éléments-ci, nous n'avons plus qu'à écrire la routine d'interruption qui est ici ISRE timer 2 overflow vec. Donc, ici, on détecte l'overflow. Il est très important d'écrire la bonne routine d'interruption pour l'overflow. Donc là, on envoie notre TCNT2. On va y CTRL
CTRL Z. Nous allons envoyer TN2 à 6. On peut écrire tout simplement 6. Je pense encore, ouais. À 6, oui. Et là, nous chargeons notre compteur à la valeur 125. Donc, ça va faire 250 fois parce qu'on va compter de 6 à 256. Donc, 250 fois ici. Donc, là, c'est 250 fois. Donc, si on met comme ça. Non. Si on met comme ça, ici, on a 250 fois. Et là, on a 125. Et si on fait 125 fois 250 fois, vous voyez qu'on doit tomber à 31 250 cycles qu'il fallait pour pouvoir pour pouvoir atteindre 500 millisecondes. Donc, si dans cette condition est respectée, bien sûr, là, on peut changer l'état de la lettre tout simplement en faisant un digital write. On inverse l'état de la lettre tout simplement. Ça, c'est un code simple, vous connaissez. Donc, ce qui veut dire que cette portion-ci du code va s'exécuter indépendamment de ce que vous écrivez dans votre void loop ici.